Comment gérer le risque de cancel si on a des idées radicales, si on a des points de vue qui sont trop marginaux? Eh bien, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. C'est une vidéo qui m'est inspirée d'un commentaire que j'ai reçu sur Telegram où on me demandait qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait prendre la parole en public mais qui a peur de se faire cancel. La première chose que je dirais, c'est que vous avez raison d'avoir peur. Vous avez raison d'avoir peur et je vais vous donner quelques exemples de choses compliquées qui peuvent se produire si effectivement vous commencez à vous mettre trop de monde dans le nez, notamment des gens qui pèsent plus que vous, notamment des administrations qui pèsent plus que vous. Donc je vais vous donner un petit peu une idée des problèmes que vous pouvez vous déclencher si vous ne gérez pas vos prises de parole en public. Avant, je fais un petit point météo, donc vous voyez, c'est pas trop mal. Il fait bon. On pourrait avoir quelques éclaircies, mais il y a un risque de rafale et on va peut-être se prendre des grosses rafales de vent. Donc parfois, mon propos sera perturbé, mais ce sont les aléas du direct. Par ailleurs, c'est sympa, regardez, il y a les petites fleurs qui commencent à... Regardez les petites fleurs, c'est mignon là. Hop, il y a les petites fleurs qui commencent à sortir, ça sent le printemps, mais vous savez, on va rentrer en avril et avril ne te découvre pas d'un fil. Vous connaissez l'histoire. Donc, je commence par vous donner un petit peu un aperçu du tableau de ce qui pourrait mal se passer si vous ne maîtrisez pas votre prise de parole en public. Dans la première vidéo que j'ai faite de cette série, je vous disais que devenir bon en prise de parole, c'est vous assurer que vos prises de parole soient bénéfiques, c'est-à-dire qu'elles vous rapportent quelque chose plutôt qu'elles n'aient un coût. Et là, on est en plein dedans parce que imaginez que vous franchissez une ligne rouge. Et c'est très difficile en fait de savoir quelles sont les lignes rouges parce que ce sont des choses qui d'une part peuvent être floues. Il n'y a qu'à regarder les politiques de YouTube par exemple. Ce sont des choses qui sont floues et ce sont des choses qui peuvent bouger. Ça peut bouger très rapidement en fonction du climat politique, du contexte politique. Et donc je parle de YouTube, mais c'est vrai même des lois sur la liberté d'expression, sur la diffamation, enfin tout ce genre de choses. Il y a souvent des catégories floues. Et donc ce que ça veut dire, c'est que sans le savoir, vous pouvez vous mettre dans une situation où ça peut être compliqué pour vous. Donc imaginez par exemple que vous franchissez une ligne rouge et YouTube décide de vous déplatformer. C'est-à-dire, bah voilà, vous êtes allé trop loin, vous n'avez pas respecté les règles de la communauté, donc on vous démonétise et on ferme votre chaîne. Vous allez faire quoi? Rien, vous n'avez pas le choix. Vous avez juste à dire, bon bah tant pis, c'est dommage. Un petit peu plus grave, quoique si votre business tourne autour de YouTube, ça peut être quand même embêtant, hein. Il y a des influenceurs, des créateurs de contenu qui se sont déjà fait sauter leur business parce qu'ils avaient franchi certaines lignes rouges. Imaginez maintenant que, je sais pas, votre banquier tombe sur votre contenu et il se dit oulala, là on est quand même sur un profil à problème et ce n'est pas en accord avec ma politique du risque. Et puis vous allez voir un email, fin de relation commerciale. Et ça c'est pas génial hein, parce que après vous pouvez vous manger des refus en série et être débancarisé, c'est pas drôle. Et vous avez ce risque, si vous maîtrisez mal vos prises de parole, c'est des choses qui peuvent vous tomber sur le nez. Plus grave encore, imaginez que vous vous agitiez trop et puis vous tombez sur un fichier une certaine administration vous met sur un fichier des personnes à risque, des personnes à problème, et ça a un impact sur le fait que vous êtes plus surveillé et vous avez moins de capacité de circuler. C'est des choses qui peuvent se produire, hein, donc il faut quand même aller très loin pour que ça se produise, mais encore une fois, les lignes rouges sont floues. Elles sont sujettes à interprétation et elles sont sujettes à modification au fur et à mesure des aléas politiques, hein. On l'a vu pendant la pandémie, vous avez des règles très strictes. Pour la guerre en Ukraine, vous avez des règles très strictes sur certains sujets, etc. Donc ça évolue et on peut se retrouver assez rapidement du mauvais côté de la barrière. Donc si je fais ça, c'est pour faire de la pédagogie, c'est pour que vous réalisiez que c'est un vrai sujet et que moi je vous dirai jamais mais vas-y, lâche les chevaux, dis les termes, tu t'en fiches. Donc je pense que c'est important. C'est pour ça que j'ai commencé par ça, hein, en vous disant vous avez raison d'avoir peur de ce sujet parce que c'est un vrai sujet. Et le fait que vous ayez peur, ça veut dire que vous avez un sens commun, vous avez cette peur primale qui est là pour vous dire fais gaffe, si tu sors trop du troupeau, tu vas te retrouver vraiment tout seul et tu auras du mal à survivre. Donc c'est important de remettre ça quand même en perspective. Donc oui, il y a un risque. Effectivement, c'est important parfois de pouvoir se distinguer, de pouvoir se différencier, surtout si c'est en accord avec vos convictions. Mais soyez prêts également à vous mettre un peu une ceinture, à avoir des filets de protection qui vont faire que vous n'irez pas trop loin
et vous ne commettrez pas de choses irréparables. Et donc c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Pour que ce soit très pratique, je vais vous aborder cette question du risque de cancel et de ce qu'on peut faire face à ce risque de cancel d'un point de vue d'abord juridique, ensuite d'un point de vue rhétorique et enfin d'un point de vue stratégique. Alors pour ce qui est du point de vue juridique, donc vous avez des règles et les gens ne le savent pas, mais même si vous dites de quelqu'un il est incompétent, donc vous faites une vidéo sur un ministre, etc. et vous dites quel incompétent, ou sur un parlementaire quel incompétent, ou alors quel menteur, quel manipulateur, etc. Bah vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous devez le prouver. Si vous dites cette personne est vraiment un menteur ou cette personne est vraiment un voleur, et que vous n'avez rien pour le prouver, bah ça peut vous coûter très cher. Donc ça fait partie de ces choses où des fois vous allez faire des affirmations et vous n'allez pas réaliser que ces affirmations peuvent vous engager juridiquement. Et donc évidemment, ça ne va pas vous tomber dessus toutes les fois que vous faites ce genre d'affirmation, mais ça peut arriver. Et si ça arrive, bah vous êtes mal parce que vous n'avez pas prévu de quoi sourcer vos propos. Donc ça, c'est une des premières règles, c'est que quand vous faites des affirmations, surtout des affirmations qui peuvent mettre en cause la réputation d'un individu ou d'une institution, vous devez avoir de quoi sourcer vos propos, vous devez vous appuyer sur les autres. Et donc c'est pour ça que si vous regardez les vidéos que je fais sur la chaîne principale, pas sur la chaîne principale, sur la chaîne business, elles sont toujours adossées à des documents, à des articles, à des vidéos. Et c'est-à-dire que je distingue bien mon point de vue des sources, des faits, des événements, des éléments que je peux mobiliser pour me construire ce point de vue, pour appuyer mon point de vue. Et par ailleurs, je fais très attention à ne pas faire de diffamation. Il y a plein d'autres dimensions auxquelles dont il faut avoir conscience, qui peuvent tomber sous cette notion du risque juridique quand vous prenez la parole en public. Et donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai une conversation avec ChatGPT et avec Grok qui sont dédiées à ça. Elles sont des conversations qui sont dédiées à ça, c'est-à-dire que j'ai dit à ChatGPT et à Grok, bah, tu te mets dans la position d'un juge très strict, d'un juge intransigeant, et tu regardes la transcription de ma vidéo. Donc moi, maintenant j'ai pris l'habitude de valider les choses après que je les ai publiées pour pouvoir avoir un petit peu un retour, parce que je connais maintenant la plupart des règles à respecter. Mais vous, je vous conseille, si vous commencez, de faire valider vos scripts avant. Alors évidemment, le risque zéro n'existe pas, mais quand vous avez une intelligence artificielle qui tourne et qui connaît la législation, bah, elle peut vous dire, bah, là regarde, tu vas trop loin, là t'as pas de source, là tu risques de tomber sous tel ou tel risque. Et donc c'est une très bonne pratique. Et moi je vous conseille de faire ça, moi je le fais, parce que ça m'arrive de dire les termes dans une niche politique en plus sur la chaîne business où je suis quand même assez isolé, hein, parce que adopter des positions qui sont vraiment libérales dans le contexte français, donc vous le savez, la France est un des pays les plus redistributeurs et les plus taxateurs, avec le plus de dépenses publiques au monde. Et quand dans un contexte comme ça, vous avancez des positions avec l'idée que le monde serait beaucoup plus beau si on imposait une vraie cure d'amaigrissement à l'État, vous êtes immédiatement classé dans des positions qui sont tout à fait radicales sur l'échiquier politique. Donc vu que je sais qu'il y a ce risque avec mes prises de parole, bah, je suis vigilant et donc je regarde au fur et à mesure mes scripts, bah là tiens, est-ce que tu trouves que je suis allé trop loin ou pas? Et donc je vous conseille, quand vous êtes créateur de contenu, même quand vous préparez un discours, de faire attention à ce risque, et vous avez des outils qui vous permettent comme ça d'avoir un premier balayage. Alors évidemment, s'il y a des avocats qui regardent ça, ils vont dire oui, mais l'intelligence artificielle ne sait pas tout, tu peux quand même te faire avoir par ci, par ça, etc. Oui, évidemment. Mais je conseille quand même à chaque citoyen, même s'il y a des professionnels du domaine, d'être plus conscient de cette dimension-là et de commencer à s'y former un petit peu. Donc ça, c'est pour le point juridique de ce risque du cancel. Pour ce qui est maintenant de la dimension rhétorique, vous devez réaliser qu'une même idée, vous pouvez la formuler de plein de manières différentes. C'est-à-dire que votre idée, votre conviction, votre combat, vous pouvez le formuler d'une manière qui est vulgaire ou qui n'est pas vulgaire. Vous pouvez le formuler d'une manière qui est nuancée ou qui n'est pas nuancée. Vous pouvez le formuler d'une manière qui est agressive ou qui n'est pas agressive. Il y a des choix. Et vu qu'il y a des choix, derrière, il y a une responsabilité. Parce qu'on peut vous dire, bah ouais, tu l'as dit comme ça, il fallait pas. Voilà, tu l'as dit comme ça, t'as choqué des gens, t'as heurté des sensibilités, tu as présenté comme simple quelque chose qui était en fait beaucoup plus complexe. Derrière ça, il y a des choix. Et moi, je pense que c'est une assez bonne idée de prendre cette habitude, de travailler votre rhétorique avec une certaine notion de tact. Et évidemment, vous avez une frontière qui est fine entre ce qu'on pourrait appeler le tact et ce qui serait en fait une forme d'autocensure. Mais donc,
encore une fois, moi ce que je vous dis, c'est que vous pouvez faire un travail rhétorique qui vous permet de faire avancer vos idées, de faire passer la rafale, de faire avancer vos idées, peut-être de toucher un auditoire qui sera plus large, parce que vous aurez fait cet effort de rendre vos idées présentables au-delà de la petite communauté des gens qui sont déjà convaincus. Là-dessus, allez voir le concept d'auditoire universel, ce concept d'auditoire universel que vous avez dans le traité de l'argumentation de Perelman. Vous avez cette idée qu'un orateur, s'il a envie que son discours soit mieux reçu, il doit essayer, il ne dit pas que c'est possible, il doit essayer de formuler les choses de sorte que ce soit recevable par n'importe quel esprit raisonnable. Et c'est vraiment cette idée, c'est qu'évidemment que les gens ne seront pas d'accord avec vous, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec vous, mais si vous faites l'effort de vous adresser à l'intelligence des gens en apportant des arguments, en sourçant vos propos et en apportant les nuances qui ont lieu d'être apportées, eh bien vous assurez, enfin vous augmentez les chances que votre discours soit bien reçu. Et beaucoup de gens, si vous voulez, beaucoup de gens vont se dire comme extrême, radical, j'ai des idées dangereuses, etc., alors qu'ils sont juste fainéants. C'est-à-dire qu'ils vont adopter des idées tout à fait grossières, radicales, butées, extrémistes, mais tout simplement parce que c'est plus facile que de faire l'effort de se confronter à la complexité des choses. Donc ça, c'est le deuxième point qui est pour moi important. Il y a un enjeu rhétorique. Et cet enjeu rhétorique, c'est que vous allez diminuer le risque que vos propos soient attaqués et que vous soyez cancel. Si vous vous demandez à chaque fois que vous voulez former une idée que vous considérez comme voilà, ça c'est vraiment mon idée extrême, c'est le cœur de mon idéologie, etc. Eh bien, est-ce que vous ne pourriez pas y apporter des modifications qui feraient qu'elles seraient acceptables pour un auditoire plus large? Et puis le dernier point, c'est la dimension que je dirais stratégique, c'est qu'est-ce que vous cherchez à faire en fait. Demandez-vous, qu'est-ce que vous cherchez à faire. Et donc là, je vais vous donner un exemple qui fait partie des gros sujets sur lesquels vous pouvez risquer de vous faire cancel actuellement, la théorie selon laquelle la femme de Macron serait un homme. Donc moi, je vous le dis, je n'y crois pas. À ce stade, je ne crois pas à cette théorie. Comme ce sujet sur tous les autres, j'ouvre la porte à ce que ce soit possible parce que on ne sait jamais de quoi le monde est fait, donc je n'ai pas de certitude absolue, mais ma conviction profonde, c'est que c'est du bullshit, cette histoire. Mais donc imaginez, vous avez regardé Tucker Carlson, vous avez regardé toute la série là, de Candace Owen, vous avez regardé tous les médias alternatifs qui ont traité de ça, et vous avez une forte conviction à ce sujet. Et donc vous vous dites, voilà, c'est hyper important, les gens sont des moutons, les gens ne réalisent pas que c'est un secret d'État, etc. Moi je vais dire les termes, je vais balancer les termes sur ce qui se passe dans le pantalon de Brigitte Macron, etc. Et puis quoi? Qu'est-ce que vous allez gagner? Imaginez, c'est vrai. Imaginez, c'est vrai, voilà, on réalise, en fait, c'était le cas, ok? Ça change quoi? Macron, il sera toujours au pouvoir, hein. C'est juste que les gens se diront, ah tiens, c'était moderne, on va réécrire le narratif et puis on passe à autre chose. Vous n'aurez rien gagné. Vous aurez, si le truc c'est que vous n'aimez pas Macron, vous l'aurez attaqué par le biais le plus bête que vous pourriez choisir, à savoir celui de la vie privée. Alors qu'il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire sur la manière dont les finances publiques se sont dégradées sous Emmanuel Macron. Pourquoi vous allez vous embêter avec ce truc sur lequel vous avez vraiment de grandes chances de passer pour un débile, parce que c'est quand même assez saugrenu comme idée. Donc si c'est vrai, vous avez une petite chance de passer pour un visionnaire, etc. Mais vous avez quand même un très gros risque de passer pour un débile sur un sujet comme ça. Donc ça, c'est le premier point. Et puis surtout, c'est vraiment le genre de sujet où vous pouvez vous faire éclater. Parce que si on vous dit, ok, c'est bon, tu es allé plus loin, maintenant tu vas t'expliquer devant un tribunal, vous allez apporter quoi comme preuve? Vous allez apporter quoi comme preuve? Si vous êtes face à un juge qui vous dit, voilà, vous avez affirmé que la femme d'Emmanuel Macron était un homme, c'est quoi votre preuve? Vous en avez pas. Et donc ça veut dire que vous allez vous retrouver dans une situation de diffamation, et pour prouver un truc qui ne vous sert absolument à rien. Donc c'est pour ça que je parle de stratégie, c'est choisissez vos combats. Le monde ne serait pas meilleur si vous avez été capable de prouver que la femme de Macron était un homme. Par contre, le monde pourrait devenir meilleur si vous êtes capable à la fois d'apporter un bilan chiffré des mesures qui ont nui à l'économie française
et si vous êtes capable d'apporter des alternatives qui sont chiffrées, qui sortent de votre réflexion. Vous pouvez vous dire, bah voilà, si on mène telle ou telle politique à partir de maintenant, je pense, j'ai de bonnes raisons d'affirmer que les Français seraient plus heureux, que le pays marcherait mieux, qu'on pourrait redresser le pays. Donc choisissez bien vos combats, parce que souvent les gens dans leur prise de parole voilà, on se drape dans cette posture de ouais mais moi je suis trop extrême, tu vois, parce que j'ai vu et puis les autres c'est des moutons, etc. Alors qu'en fait bah, vous n'avez pas vraiment de source et vous êtes surtout motivé par le fait que vous n'aimez pas une personne, parce que c'est ça, je comprends si vous voulez avec la détestation qu'a accumulé Macron, que quand on balance une théorie comme ça, il y a plein de gens qui se disent qu'est-ce que j'aimerais que ce soit vrai. Qu'est-ce que j'aimerais que ce soit vrai, parce que là il passerait vraiment pour un idiot, etc. Alors que bon, même pas, c'est même pas un truc qui serait de mon point de vue particulièrement problématique. Mais ce que je veux dire, c'est que le coût que ça va avoir de mener ce genre de combat par rapport aux bénéfices que vous allez en retirer, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas du tout un bon combat. Donc faites gaffe à ça, et moi je vous conseille plus généralement bah, d'éviter ce genre de choses, parce que au niveau de la réflexion stratégique, ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous apportez aux autres. Et si ce que vous apportez aux autres, c'est ouais, moi j'apporte la vérité, c'est sûrement qu'il y a un problème. C'est sûrement que vous êtes dans une dérive où depuis trop longtemps vous avez confondu j'aimerais que ce soit vrai avec j'ai vraiment des preuves solides, matérielles dans un dossier qui me permettent de sourcer mes propos et de sourcer mes affirmations. Confondez pas les deux, hein, parce que sinon vous pouvez vous laisser embarquer dans des logiques qui sont quasi sectaires. Et donc ce que je dirais plus généralement, c'est que je vous invite, plutôt que de vous dire moi ce que j'apporte aux gens c'est de la vérité, c'est vraiment un coup à bien se planter. Je vous conseille plutôt de réfléchir en termes d'utilité. Quelle est l'utilité que vous avez avec vos prises de parole? Et pour moi ça c'est un très bon cap, parce que faire de l'idéologie c'est bien, ça marche, j'en fais. Je sais que de temps en temps faire un petit react pour apporter du réconfort idéologique, pour que les gens qui partagent vraiment le cœur de vos idées se disent je suis pas tout seul, c'est utile, voilà, ça permet de maintenir une certaine ligne de pensée, une certaine manière de vivre ça permet de maintenir ça en vie. Mais il ne peut pas y avoir que ça. Votre public, vous ne pouvez pas que le nourrir avec de l'idéologie, vous devez également le nourrir avec de la compétence. Donc avoir une idée et regarder les autres vidéos de cette série pour pouvoir progresser sur cette question, vous devez avoir en ligne de mire une idée de qu'est-ce que j'apporte concrètement aux gens pour qu'ils puissent passer d'un état A qui est pas très bon à un état B qui est un peu meilleur. Et donc c'est pour ça que votre stratégie de contenu ne peut pas être seulement motivée par je sais qui sont les méchants et je sais qui sont les gentils et je vais taper sur les méchants. Votre stratégie de contenu doit également être mue par la volonté de devenir très bon dans un domaine du savoir qui est utile aux autres. Donc le point de départ d'une stratégie de contenu, et ça c'est vraiment un garde-fou qui est très important, parce que si vous voulez, il y a quand même cette dimension qui est importante, c'est imaginer que, on imagine quelqu'un qui a fait du contenu voilà, où il diffame. Il n'arrête pas de diffamer sur les gens, il n'arrête pas d'inventer plein de théories pour salir les gens. Et la seule chose qu'il y a derrière ça, c'est que ça lui permet de faire des vues et de l'argent. Mais ça, on se fait massacrer en justice. S'il n'y a pas autre chose dans sa vie que je salis des gens pour gagner de l'argent. Non, il faut qu'il y ait au cœur de tout ce que vous faites une volonté de faire progresser les gens, une volonté que les gens deviennent meilleurs. Et donc vous devez commencer par ça. Vous devez commencer par poser sur le papier, bien moi à partir de maintenant, j'ai envie d'accumuler du savoir dans tel champ de l'artisanat, dans telle discipline, dans tel champ scientifique, dans tel champ technologique, je vais accumuler du savoir là-dedans, parce que j'ai la conviction que si plus de gens étaient compétents là-dedans, eh bien ça leur ferait du bien individuellement, et ça permettrait de créer un écosystème qui va mieux. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet du cancel. Donc pour résumer, vous avez raison de prendre ce sujet au sérieux, et c'est mon rôle, si vous voulez, un peu de professeur, de formateur, que de vous dire qu'il ne faut pas rigoler avec ça. Et vous pouvez travailler dessus à partir de ces 3 dimensions, devenir moins naïf au plan juridique, devenir plus compétent
au niveau de la rhétorique, et puis également avoir un plan de ce que vous cherchez à faire, avoir un plan, avoir une stratégie sur ce que vous cherchez à faire avec votre contenu. Et l'objectif final, ça peut pas être je vais révéler la vérité et on va vaincre les méchants. L'objectif final, ça va être des professionnels, des gens comme vous, comme moi, vont vidéo après vidéo faire un petit pas, augmenter un petit peu leurs compétences sur tel sujet, et je pense que ça, c'est positif. Avec ces garde-fous, vous risquerez moins de faire des bêtises. Je remercie toutes les personnes qui sont devenues membres de l'association, parce qu'en faisant ça, vous montrez que vous avez envie de me soutenir, vous montrez que les combats que je porte sont importants pour vous, vous montrez que le travail que je fais est utile, et puis surtout, ça vous donne l'occasion de vous former, parce que tous les ans, les abonnés, pas les abonnés, les adhérents à mon association peuvent choisir dans mon catalogue une formation. Donc la manière dont ça se passe, c'est que vous avez sous cette vidéo le formulaire d'adhésion, vous le complétez, vous payez les frais d'adhésion, et puis ensuite vous m'envoyez un email, et dans cet email vous me dites, vous pouvez même répondre au mail d'adhésion que vous recevez, en me disant j'ai regardé le catalogue, vous avez le lien sur le catalogue, vers le catalogue également dans le formulaire d'adhésion, et vous dites j'ai envie de me former sur telle formation, et j'ai des formations qui vous permettent de faire des vues, de faire de bons discours, de faire du bon contenu, de créer un business qui vous permet de vivre de la diffusion de vos idées. Donc si ça vous dit, ça peut être une très bonne manière de poursuivre l'expérience, de poursuivre votre formation. Et moi de mon côté, je vais de plus en plus consacrer de temps à vous offrir des débouchés en termes de format, en termes de plateforme, où vous pourrez prendre la parole avec un certain enjeu pour mieux faire avancer vos idées et vos convictions. Donc je vous laisse suivre les liens qu'il y a sous cette vidéo. Vous avez comme d'habitude le formulaire, la page pour pouvoir adhérer, et vous avez par ailleurs le lien vers l'article que je tire de cette vidéo avec une synthèse des choses importantes que j'ai partagées avec vous. Et je vous conseille de faire ça une fois que vous m'avez écouté, vous le lisez, comme ça permet de renforcer votre apprentissage. Prenez bien soin de vous et à très vite.